Vous savez, parfois on pense vraiment bien connaître quelqu'un, surtout quand c'est son propre frère. On partage des souvenirs, des fous rires, des traditions. Et puis un jour, sans prévenir, cette personne change radicalement. Elle devient méconnaissable. Plus de messages, plus d'appels, juste des silences pesants, des regards vides et des phrases qui te glacent le sang. C'est exactement ce qui est arrivé à Coralia. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas simplement une histoire de foi ou quoi. C'est bien plus troublant que ça. L'histoire de Coralia et de son frère Brian, c'est un truc de dingue. Ils ont toujours été super proches. Je sais pas si vous voyez le genre, si vous êtes frères et sœurs et que vous êtes hyper fusionnels. Ils faisaient des soirées, ciné en famille, repas ensemble, jeux de société, vacances, les trajets en voiture, bref. La totale, la famille parfaite comme elle le dit. Et puis ils ont grandi, la vingtaine passée, chacun sa vie, Coralia ne le voit pas souvent. Mais il s'envoie des messages de temps en temps pour vérifier que l'autre est toujours vivant. Un jour, Brian est devenu ultra religieux. Du jour au lendemain. Mais genre vraiment à fond. Attention, Coralia ne juge personne. Mais dans leur famille, personne n'est spécialement croyant. Et Brian n'a pas d'amis religieux. Il a trouvé une église dans sa nouvelle vie et y consacre toute sa vie. Il est complètement isolé, son seul pote, c'est le prêtre. Il est super secret sur l'église qu'il fréquente et il y passe tout son temps. Brian est là, tard le soir, tous les jours, soi-disant pour aider à nettoyer. Mais ça sent pas bon pour Coralia. Ils ont fait un voyage missionnaire au Mexique récemment et Coralia n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Les seules vidéos que Brian consomme, c'est ceux avec de la religion. Il a plus d'amis en dehors de l'église et il va à l'église qu'en dehors du boulot. Jusque là, bon, ok, pourquoi pas, quelqu'un de croyant. Mais il y a un petit peu plus que ça. À chaque fin de conversation, il balance un truc du genre « Est-ce que t'es prêt à donner ta vie ou à souffrir en enfer ?» Récemment, il est revenu voir sa famille et leur mère leur a dit que ça sonnait faux toute cette histoire. Il est resté silencieux la plupart du temps, juste à observer. Sinon, il avait l'air super distant, même en la regardant droit dans les yeux. Son énergie m'était super mal à l'aise. C'était plus le Brian pétillant et affectueux qu'il a toujours été. Il gardait ses distances et il avait rien à dire. Quand il est parti, sa mère a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne. Une fois par mois, Coralia et Brian jouent ensemble aux jeux vidéo. Ils jouent pendant des heures, c'est leur petit truc à eux. Coralia participe à ces conversations religieuses, même si elle n'est pas forcément d'accord. Et lors de leur dernière soirée de jeu, il s'est tellement amusé qu'il ne l'a pas laissé se déconnecter avant 2h du matin. Et là, Coralia apprend qu'il a donné sa console à un membre de l'église. Elle était super dégoûtée pour lui, elle avait l'impression qu'il n'avait pas réfléchi à ce que ça signifiait pour eux. Ils ne sont pas du genre à s'appeler souvent, mais ils adorent les jeux vidéo et ont grandi en jouant ensemble. Donc ces soirées, c'était vraiment un truc pépite. Il l'a appelé l'autre soir pour aborder le problème. Il a donné sa console parce que sa future femme, une prémonition selon lui, arrive et elle n'aimerait pas qu'il joue avec d'autres filles. Et il n'a plus de temps pour autre chose que l'église. Coralia sait que ça a l'air complètement fou, mais malheureusement, c'est la vérité. Il lui a assuré qu'il allait complètement couper les ponts avec elle parce que sa femme prémonitoire est plus importante que sa relation avec elle. Il a parlé avec une telle conviction que c'était terrifiant de le voir autant se tromper et pourtant être si sûr de lui. Quel genre d'église pousse quelqu'un à couper les ponts avec sa famille et ses amis? Il va bientôt déménager à l'étranger pour trouver sa femme prémonitoire. Coralia était choquée. Sérieusement? Trouver une femme dans une prémonition? Leur père l'a appelé et lui a dit que si jamais sa femme l'aimait, elle ne lui demanderait jamais de couper les ponts avec sa famille. Brian, il a esquivé la question et il n'a pas répondu. Bon là, vous allez vous dire, comment ça pourrait être pire que avoir une femme prémonitoire? Coralia est mal pour plein de raisons. Elle n'arrive plus à dormir. Elle a peur que son frère soit dans une sorte de secte, en pleine psychose religieuse. En plus de potentiellement ruiner leur relation avec des sentiments ambigus envers elle, sa sœur. Elle est complètement perdue, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça pourrait être pire? Leur mère pense que c'est sa façon d'éliminer la tentation, c'est-à-dire Coralia de sa vie. Elle est coincée entre l'envie de comprendre quel genre d'église c'est et l'idée d'accepter de se dire ça y est, je ne rencontrerai plus mon frère. Personne ne sait quoi lui dire et elle ne peut pas leur en vouloir. Elle pleure ce qu'était leur relation avant, mais la situation lui donne des frissons. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne pense qu'à cette citation qu'elle a lue. Plus ils sont pieux, plus leur foi devient laide car elle est basée sur un mensonge. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread.
Ma foi, le frérot, je sais pas trop. La première lecture, j'avais pas capté la chose ambiguë là avec sa sœur un petit peu. Il est un petit peu bizarre en ce moment, le frérot là. Je crois qu'il est parti dans des trucs, des bails sombres. Et en plus de ça, il est dans une sorte de secte, vraiment, qui lui dit, parce que je pense pas, je ne suis pas forcément religieux, mais je pense pas qu'on te dise, ouais, coupe les points avec ta famille parce que là, t'as eu une femme prémonitoire. Ça me rappelle des vidéos de sectes que j'ai vues sur Netflix ou autre. Et forcément, j'ai des petites histoires à vous raconter, on verra bien si un moment. Mais il y a des choses, oui, les trucs sectaires, ça peut vous faire des choses bizarres. Allez, prochain thread. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Delcor et aujourd'hui je vais vous raconter normalement 5 threads d'horreur. Bon, il y en a déjà un qui est passé, voilà, hop, là on est en thread 2, t'as capté. Je dis 5, des fois je dis 4, machin, bon vous verrez, je corrige généralement, hop, je mets ça. Ce qui est prévu c'est 5, mais des fois les vidéos sont trop longues, alors j'enlève des petits threads et tout, et je les stocke. Donc si bientôt à un moment il y a une vidéo qui sort où j'ai plein de fringues différents, c'est pas une compile ou quoi. Enfin de toute façon je vous le redirai, c'est que c'est des threads qui ont été en trop. Et à force, ça fait des petits threads en plus qui font que ça fera une petite vidéo bonus ou moi, ça me permettra de, imaginons j'ai une galère, hop, de pouvoir quand même faire une vidéo. Voilà, vous voyez le genre. Aujourd'hui, là, j'ai pas trop d'actu à vous sortir, donc voilà. Par contre, je peux vous demander une chose, comment vous allez? Parce que voilà, il y a le petit beau temps qui commence à revenir, c'est vrai que ça fait plaisir. Nous, on enchaîne les balades avec Cookie. Ouais, tiens, pour vous là, hop, petite photo du Cookie, comme ça, hop, il est content. Voilà, parce que généralement, je vous les mets, mais sur Insta. Je vous les mets sur Insta et vous n'êtes pas forcément sur Insta, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Mais voilà, petite photo du petit là, il est content en ce moment, il commence à faire un petit peu... Bon, il y a le soleil, il fait pas chaud, mais il y a le soleil. Voilà, il est présent. Bon allez, on va commencer avec ce second thread. Alors il faut savoir qu'à la base, Mike, il a partagé cette histoire avec ses amis. Et ils lui ont dit, mais t'es sérieux? Il faut que tu la racontes à tout le monde en fait, hein, c'est pas juste à nous. Et du coup, son histoire, elle est arrivée en décembre dernier, genre une semaine avant Noël. Mike, c'est un mec de 32 ans qui utilise son chèque d'ancien combattant pour aller à la fac dans une ville des Rocheuses. Il est tellement pris par les cours et le boulot qu'il a pas trop le temps de sortir et de voir du monde. Du coup, il compte pas mal sur les applications de rencontres. Il match avec une fille vraiment mignonne de son âge, ils discutent bien et finissent par prévoir un rencard. C'était dans un bar-resto pas loin pour que chacun puisse conduire tranquille. En vrai, elle était super jolie et le courant passait bien entre eux. Pendant leur conversation, il apprend qu'elle bosse dans un service non policier au commissariat, genre réceptionniste en gros. Il découvre aussi qu'elle a une coloc qui, d'après elle, est en vacances hors de la ville. Elle ajoute qu'elle déteste être seule parce qu'elle a un ex-petit ami taré qui la harcèle. Mike était un peu mal à l'aise et il lui a dit, mais elle a répondu qu'il était inoffensif, alors il a laissé tomber. Ils ont bu quelques verres de plus et sont restés là environ 1 heure. Et sur sa proposition, elle a dit qu'il devrait rentrer chez elle. Mike précise qu'il n'allait pas dire non, hein, elle était canon, hein, ce serait mytho que de dire qu'il allait pas aller là-bas. Ensuite, elle a insisté pour conduire. Il lui a dit qu'il allait bien, mais elle a répondu non, qu'il avait bu et qu'elle voyait trop de conduite en état d'ivresse à son travail. Mike a compris ce qu'elle voulait dire, mais il n'avait bu que 2 gin tonic et en vrai, il se sentait bien. Encore une fois, elle a insisté. Il a trouvé ça bizarre, mais en vrai, à ce moment-là, il s'en fichait. Ils sont arrivés chez elle, elle s'est approchée et a juste ouvert la porte. Elle ne l'a pas déverrouillée, elle était déjà ouverte. Ce que Mike a trouvé très étrange parce qu'elle lui avait parlé de son harceleur et que sa coloc était absente. Elle a commencé à donner à manger à son chat et pendant qu'elle faisait ça, Mike a vu un bol de céréales sur le comptoir de la cuisine. Il l'a touché et il était encore froid, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis un moment. Les céréales n'étaient pas molles non plus. Il lui a demandé à qui elles appartenaient. Elle a hésité et elle lui a dit qu'elle les avait mangées en guise de collation avant d'aller au bar. Ça n'avait aucun sens et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle l'a juste embrassé et l'a enlacé de manière séduisante en lui disant de l'emmener dans sa chambre. Encore une fois, elle était plutôt sexy et Mike il a arrêté de se soucier des céréales. Clairement, il avait d'autres choses en tête. Ils ont commencé à chauffer et Mike est allé fermer les rideaux. Mais elle lui a dit de les laisser ouverts. Bon, quelques minutes plus tard, peut-être environ 5 minutes, ils étaient au lit. Et Mike avait le dos tourné à la fenêtre quand elle a poussé un énorme halètement. Un halètement de frayeur. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre. Mike s'est retourné et a vu quelqu'un, ensuite à capuche. La personne s'est barrée, il a entendu les pas courir sur sa terrasse arrière. Immédiatement, Mike a bondi et a couru dehors pour vérifier que les portes étaient verrouillées.
Et bien sûr, la porte d'entrée ne l'était pas. Il a couru vers elle et l'a verrouillée. Et juste au moment où il l'a fait, la porte a commencé à claquer. Il est allé ouvrir parce qu'il allait défoncer le mec, ou essayer du moins. Et elle lui a dit de retourner au lit avec elle. Mike lui a crié dessus et lui a demandé si elle était folle. Elle lui a dit alors que ce gars faisait tout le temps ça et qu'après il arrêtait. Et Mike lui a demandé mais tu sais que c'est ton ex non qui doit faire ça? Elle lui a dit oui, il faut pas s'inquiéter. À ce moment-là, le mec a commencé à taper sur le côté de la maison à l'autre bout. Et elle n'avait pas l'air effrayée du tout. Elle a continué à essayer de le faire retourner dans son lit. Mike ne voulait pas appeler les flics parce que pour ce qu'il en savait, ce type était un flic. Sinon, elle aurait connu les flics qui se sont présentés et aurait pris son parti. Il ne pouvait pas non plus partir parce que sa voiture était au bar. Et clairement là, à ce moment-là, il était terrifié. Il a commencé à la confronter à propos de la porte non verrouillée, des céréales, il l'a ouvertement traitée de menteuse. Elle n'arrivait pas à trouver de réponse logique et il n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Il n'aurait pas dû faire ça, mais il était en mode combat ou fuite et il lui a dit « Ouais, je te jure que si c'est un piège ou un vol, eh ben je vous promets que je vous tuerai, tous les deux. » Sauf que Mike, c'est pas tellement un dur à cuire, mais sa peur lui a fait dire quelque chose qu'il ne pensait pas. Il a commandé un Uber depuis son téléphone et il ne lui a rien dit. Il a juste continué à se disputer avec elle et lui a demandé ce qui se passait, dans l'espoir de la faire parler et de la faire rester dans la pièce. Il est resté juste à côté de la porte pour pouvoir partir au plus vite. Heureusement, il n'avait jamais enlevé son pantalon et sa veste et ses chaussures étaient juste à côté de la porte. Donc, il a pu s'habiller. Le Uber est arrivé et sans rien dire, il a juste ouvert la porte et a couru aussi vite qu'il a pu. Il a regardé en arrière vers la porte et elle était juste là. Ça fait qu'un peu plus d'un mois, mais honnêtement, Mike n'a aucune idée de ce qui lui a pris. Il ne croit pas à l'histoire de la fille avec un ex fou en se basant sur les éléments qu'il a racontés. Il a l'impression d'avoir été victime d'un vol ou d'un truc bizarre que font les couples. Il ne sait pas, c'est vraiment quelque chose pour lequel il est très en colère contre lui-même. Il précise qu'il est un ancien marine depuis 9 ans et qu'il s'est laissé mettre dans une situation comme celle-ci. Il a signalé son compte sur l'appli pendant le trajet Uber de retour au bar et il a également prévenu le barman s'il la revoyait un jour. C'est comme ça que se termine cette histoire. Comme quoi, il n'y a pas que des fois le mec qui fait des trucs bizarres. Hein, voilà, là ça peut arriver même avec une meuf ouais, c'est vrai que l'histoire elle est chelou. Qu'est-ce que c'était? Je pense quand même que c'était un vol, un truc comme ça parce que le mec, enfin la meuf, je veux dire, elle arrive, elle lui fait quoi au bar? Elle le met déjà en condition. Ouais, tu vas voir, j'ai un ex, machin, il est chelou, c'est normal s'il y a du bordel et tout. Ah, c'est trop chelou. Vraiment, l'histoire, elle sentait pas bon. Bref, lui, il voulait absolument conclure, clairement, on l'a senti. Et bon, bah ça s'est pas fait en plus de ça. Voilà, bon bah ciao, histoire finie. Pour cette histoire, on va parler de Aurélien et son histoire, elle s'est passée en été 2023. Cette année-là, sa boîte en ligne avait enfin décollé, ce qui lui permettait de voyager en Europe tout en bossant et en mettant de côté pour son rêve d'acheter des terres agricoles. L'année 2023 avait commencé en mode ouf. Il avait passé quelques mois à Malte, puis à Budapest pour voir des potes qui étudiaient à l'étranger. Il est allemand au cas où. Il a 32 ans au moment de l'histoire, 33 au moment où il écrit. Ses premières destinations contrastaient à mort avec les hivers pourris et glacials qui n'en finissent plus en Allemagne. Après avoir kiffé Malte et Budapest, l'été était déjà là. Sa dernière étape cet été-là, c'était d'aller voir un pote. On va l'appeler Ben. Il a 1 an de moins qu'Aurélien et il étudie la médecine à Varna, tout à l'est de la Bulgarie. C'est un coin intéressant avec pas mal d'architecture soviétique, un peu défraîchie. Mais ça a son charme de ville balnéaire. Les gens sont super sympas et a des coins magnifiques. Il y a pas mal d'expatriés et Aurélien passait ses journées à profiter des grands parcs près de la plage elle-même et de ses cafés et clubs. Il a rencontré plein de monde et sortait souvent avec eux dans les clubs de plage le week-end. C'était un été agréable et chaud et il s'est bien amusé jusqu'à une soirée en particulier. Il était encore sorti avec Ben et plusieurs de ses potes de la fac. Ils ont fait la fête toute la nuit, bu des verres, dansé pendant des heures, bref, ils ont kiffé cette super nuit d'été. Comme ils avaient fait des trucs en journée avant la soirée, Aurélien a commencé à se sentir fatigué et a décidé de rentrer. Et il faut que je vous décrive un peu la ville parce que c'est assez spécial. Varna a une plage sur toute sa longueur et dans la plupart des quartiers, il y a des très grands parcs qui s'étendent sur des kilomètres le long de la plage avant d'arriver en ville. Son appart de location était un peu au nord-ouest des clubs, environ 10-15 minutes à pied.
un trajet qu'il avait fait plein de fois. Les gens l'avaient prévenu des agressions, des vols qui pourraient arriver, lui disant toujours de faire au moins une partie du chemin avec quelqu'un. En général, il n'écoutait pas, il marchait juste en écoutant sa musique, même s'il restait attentif à ce qui l'entourait. Cette nuit-là, quelques personnes qui étaient aussi fatiguées sont parties en même temps que lui. Elles habitaient un peu plus à l'ouest, donc il a dû les quitter au bout de 5 minutes et a continué seul avec sa musique. Il devait être environ 4 heures du matin quand il arrivait dans un parc qu'il traverse habituellement, séparé des grands parcs de la plage, plus près de chez lui en gros. Comme c'était l'été et en week-end, il y avait encore quelques personnes qui se baladaient et même qui roulaient en voiture à 4 heures du matin. En entrant dans le parc, il n'a pas été choqué de voir quelqu'un assis sur un banc, à environ 50 mètres devant lui, sur la droite. Le mec était assis là, les yeux rivés sur son téléphone, il se souvient très bien de la scène. Derrière lui, il y avait des buissons et des arbres, mais comme l'éclairage dans le parc était super faible, il n'a remarqué qu'au dernier moment que quelqu'un s'approchait de lui par derrière à travers les buissons. Il pense que pendant qu'il marchait dans le parc, le gars assis sur le banc a dû lever brièvement les yeux de son téléphone et entendre quelqu'un s'approcher. Tout s'est passé tellement vite, il a vu quelqu'un sortir des buissons en courant, les deux mains levées au-dessus de la tête, tenant une grosse pierre, sprintant vers le gars, toujours assis là, alors qu'il tournait la tête. Ne réalisant pas tout de suite le danger, Aurélien a continué à marcher un petit peu avant de s'arrêter. Le gars sur le banc a crié et a couru droit hors du parc, sautant par-dessus une autre rangée de buissons et disparaissant de l'autre côté de la rue. Aurélien a enlevé ses écouteurs et est resté là à regarder, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Bon, c'est sûr que ça s'est passé hyper vite comme il le dit, jusqu'à ce que le gars qui venait d'essayer d'attaquer l'autre personne avec une pierre se tourne vers lui. Un frisson lui a parcouru le dos alors que l'adrénaline montait, le préparant à courir. Quand le type a relevé sa pierre et a commencé à sourire d'une manière super flippante en courant dans sa direction, Aurélien s'est retourné et a couru pour sauver sa vie. Le mec l'a suivi pendant environ 2 minutes. Il pouvait encore le voir derrière lui, même après avoir traversé la rue. Il a couru autour du pâté de maison et a été super soulagé de trouver un kebab encore ouvert. Il s'est précipité à l'intérieur. Les gens à l'intérieur étaient choqués et ils n'arrivaient pas à parler correctement. Mais il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup quand le psychopathe est arrivé dans le magasin et a commencé à frapper la grande vitre avec la pierre. Quand la vitre s'est brisée, il a fini par s'enfuir. Ce qui rend ça encore plus glauque, c'est qu'Aurélien a découvert plus tard qu'il était probablement tombé sur quelqu'un qui n'en était pas à son coup d'essai en matière de violence. Dans la même ville, dans le même parc, quelqu'un avait été tabassé puis poignardé à plusieurs reprises dans le dos à peine 1 an plus tôt. Aurélien a attendu quelques minutes, a remis sa musique et est rentré chez lui en évitant soigneusement le parc. Après, il tremblait dans son appart, verrouillant toutes les portes. Il n'arrivait pas à bien dormir et le lendemain matin, il a découvert qu'il s'était cassé une dent en la serrant pendant son sommeil cette nuit-là. Il est super reconnaissant que tout se soit bien terminé. Il est aussi reconnaissant d'avoir croisé ces gens qui ont proposé de fumer plus tôt, parce que ce timing aurait pu le sauver, lui et le gars sur le banc. S'il n'était pas entré dans ce parc à ce moment précis, l'homme sur le banc n'aurait peut-être pas remarqué son agresseur à temps. Même si c'est la situation la plus flippante de sa vie, eh bien il pense avoir appris qu'il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Donc il passe un petit message, faites gaffe à vous, évitez de vous balader dans un parc à 4 heures du matin dans une ville étrangère. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread, ma foi, effectivement. Tendu, et le gars il vient avec une pierre comme ça là. Il voulait fracasser la tête du type, mais je comprends pas la sauvagerie des gens de nos jours. Mais tu te rends compte, j'ai l'impression d'être aux hommes de Cro-Magnon. Le gars il a une pierre, il veut fracasser la tête d'un mec. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Tu veux son téléphone? Pourquoi? Travaille, essaye de trouver un travail, essaye de... Je sais pas, je comprends pas. Tu veux de l'argent? Mais travaille. Enfin, je sais que c'est pas facile. C'est facile à dire, oui, travaille, nanani, machin. Donne-toi les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est simple. Lui a un téléphone, je veux son téléphone, pierre sur la tête. Moi, pas réfléchir. Moi, pierre, tête. Gagner, téléphone. Non mais allô, on est où là? C'est une dinguerie. Bref, prochain thread. Lola, c'est une jeune femme qui vit en Grèce, dans une banlieue pas très peuplée d'Athènes. Elle a 20 ans et vit toujours avec ses parents. Juste à côté de leur maison, il y a une vieille baraque à moitié construite qui est dans cet état depuis avant sa naissance. Là-bas, en Grèce, surtout où elle habite, les règles pour sécuriser les bâtiments en construction sont souvent ignorées. Du coup, ces endroits deviennent des terrains de jeu pour les ados qui aiment l'adrénaline d'explorer des lieux abandonnés, en fumant, en buvant, en taguant les murs, bref, en faisant les petits cons. Lola avoue qu'elle a fait pareil quand elle était plus jeune.
La maison à côté de chez elle était un de ses spots. Mais comme c'était juste à côté de sa maison et de celle d'à côté, c'était pas super populaire parce que les gamins se faisaient vite repérer et engueuler, donc c'était plutôt calme. Mais il y a un mois, tout a changé. Au début, son père a vu quelqu'un au premier étage de la maison abandonnée. Il n'y a pas fait trop attention, d'ailleurs il ne lui en a parlé que quelques jours plus tard, quand Lola lui a dit qu'elle avait vu quelqu'un entrer dans cette maison. Son père lui a dit qu'il avait vu un type y aller quelques jours avant. Alors, ils ont juste pensé que c'était encore des jeunes qui exploraient. La nuit suivante, ils ont entendu un gros bruit, comme des planches qui tombaient. Le lendemain, par curiosité, ils sont allés vérifier et effectivement, au sous-sol, la porte principale entre les escaliers et les pièces intérieures avait été défoncée. Cette porte avait été installée des années auparavant après que d'autres jeunes soient entrés et essayé de mettre le feu. Donc, ils ont juste imaginé que c'était les mêmes jeunes ou peut-être le type qu'ils avaient vu qui voulait voir le reste de la maison. Après ça, c'est redevenu calme pendant quelques jours et le même schéma s'est répété. Un bruit étrange et Lola allait vérifier. Un peu comme un jeu de mystère. Le bruit qu'elle a entendu une fois, c'était des briques qu'on déplaçait du mur inachevé pour les mettre dans une pièce au sous-sol. Ces bruits bizarres ont duré environ 6 à 7 jours, mais Lola en a eu marre d'aller vérifier. Après tout, c'était pas sa maison. Quelques nuits avant l'histoire principale, ils ont entendu un chat faire des bruits quand il miaulait fort pendant l'accouplement ou quand ils se battent. Et puis ça s'arrêtait net avec un petit cri. Lola n'y a pas trop prêté attention jusqu'à ce qu'elle s'approche de la fenêtre pour prendre quelque chose sur une étagère. Là, elle a vu une faible lumière comme celle d'une bougie qui sortait de la maison abandonnée. Elle a eu peur que quelqu'un essaye de mettre le feu. Alors elle a crié par la fenêtre à celui qui était là de sortir tout de suite, sinon elle appelait à la police. Elle a pensé que ça avait dû effrayer les jeunes parce que la lumière s'est éteinte et elle a entendu quelqu'un courir dans les feuilles mortes. Le lendemain, son père et elle sont allés vérifier depuis le début. Il y avait une odeur étrange, comme de la viande brûlée et quelque chose de mort. Ils étaient un peu inquiets. En entrant dans la pièce d'où venait la lumière, ils ont été stupéfaits. Il y avait une sorte de piédestal faite de briques sur un côté, avec une icône de saint et des petites bougies autour. Mais sur le sol, il y avait un pentagramme inversé fait de briques écrasées. Et à l'intérieur, il y avait un message disant qu'il était content que le chat soit mort maintenant. Le père de Lola a sorti son téléphone, a pris une photo pour la police et ils se sont enfuis de là. Après avoir parlé à la police, ils ont dit que la seule chose qu'ils pouvaient faire était de forcer le propriétaire à clôturer correctement le bâtiment. Et finalement, Lola les regarde faire pendant qu'elle écrit son message. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Horrible, puisque bon y a un petit chat qui... voilà. On va pas revenir trop là-dessus. Mais y'a rien à dire en fait, t'as un demeuré qui fait de la merde. Voilà. Conclusion, demeuré qui fait de la merde. C'est simple. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.